Revenir en Côte d'Ivoire et chercher à acquérir un terrain et à convaincre des bailleurs de fonds à investir en Côte d'Ivoire, surtout dans le domaine de l'immobilier, n'est pas chose aisée, mesdames et messieurs, tellement les litiges fonciers ont laissé des traces. Nous en parlerons dans ce numéro d'Habitat à la une. C'est un grand plaisir de vous retrouver sur la chaîne qui rassemble. Secteur en plein essor en Côte d'Ivoire, l'immobilier rencontre quand même des difficultés qui, dans une certaine mesure, impactent négativement le développement de l'habitat, notamment à cause de la persistance de litiges fonciers. Suivons notre reportage pour tout savoir sur les causes, les impacts et les éléments à prendre toujours en compte pour jouir pleinement de son bien immobilier acquis. Face au coût élevé des terrains nus et des logements dans certaines promotions immobilières, face à l'extension des grandes villes vers les banlieues en périphérique à cause de la rareté des terrains, ne serait-il pas judicieux de développer la construction sur pilotis sur les bordures lagunaires? Suivons notre expert dans l'œil de l'architecte pour connaître les avantages et les inconvénients d'une telle initiative en Côte d'Ivoire. Décorer sa maison, apporter des astuces pour aménager son cadre de vie. Suivons Bienvenue chez moi à travers une nouvelle visite guidée. Réussir son projet de construction passe avant tout par la prise en compte efficace de certains travaux, tels que l'étanchéité. Suivons notre expert dans les bons plans pour tout savoir sur l'étanchéité, des parties qui exigent des travaux d'étanchéité dans le bâtiment et surtout les conseils avisés du maître d'ouvrage. Acquérir un terrain en Côte d'Ivoire peut se faire auprès des communautés villageoises, soit auprès d'un aménageur agréé. Fort est de constater que certaines personnes préfèrent la première option et optent pour les terrains dits villageois. Et cela finit généralement devant les juridictions nationales. Mesdames et messieurs, nous allons dans notre reportage attirer l'attention de tout un chacun sur cet état de fait. Reportage. Il faut vérifier d'abord le tenant du terrain, le vrai propriétaire du terrain. C'est lui qui a le terrain et qui a les papiers légaux qui attestent qu'on peut payer le terrain et sans problème. Il faut aller au guichet unique de la construction pour demander l'appartenance, les papiers de ce terrain. Ce monde est plus sérieux, il y a beaucoup d'arnaques. Puis il faudrait que la personne qui veut s'acquérir un terrain ou bien acheter un terrain, il faudrait que la personne s'assure avec toutes les formalités de savoir vraiment si ce terrain appartient à cette personne qui veut la vendre. Un terrain est villageois, mais ce terrain-là n'est pas là comme ça au hasard. Voilà, il y a quand même un chef de ce territoire-là. C'est vers cette entité qu'il faut se diriger. L'attestation villageoise, c'est ce papier qui nous permet de faire les vérifications au niveau de la chefferie pour s'assurer si le terrain est fiable ou pas. Souvent on assiste à les querelles, voilà, des palabres dans les quartiers, dans l'habitat, disant que c'est moi, je suis le vrai propriétaire, c'est moi, j'ai les papiers légaux, et ainsi de suite. Il y a des terrains qui restent comme ça et sans propriétaire. Or, au début, on se disait qu'il y avait un propriétaire, quelqu'un s'est prononcé là-dessus. Bon, au fil du temps, on a vu que ce n'est pas pour lui, et ça n'appartient pas, ça court de justice en justice, tout ça. Donc, c'est dit que pour cela, il faudrait que vraiment on fasse très attention. Parce qu'il y a des gens qui vendent des terrains à 3 à 4 personnes, ce qui devient un problème sérieux. Les litiges fonciers, aujourd'hui, c'est un problème très récurrent dans notre société. Et ce problème-là apporte vraiment, voilà, envoie beaucoup d'atteintes. Hein, voilà. Mais pour vous dire simplement que c'est parce que les gens ne prennent pas l'attention, ou bien ne prennent pas le soin d'écouter voilà, leurs prochains. D'abord que chacun s'assure que ces terrains qu'il veut acquérir est viabilisé et que les papiers afférents à ce terrain sont bien dans les normes et surtout s'assurer auprès du guichet unique que ce terrain ne porte pas un autre nom que celui du propriétaire qui le vend. Il faudrait que l'État ou bien le gouvernement puisse vérifier véritablement si ce terrain
si la personne a tout, si la personne a tout pris les formalités en compte, il a tous ces dossiers qui prouvent que le terrain l'appartient et cela soit signé à la justice. En tout cas, tous les parcours pour que demain, même s'il fait même 100 ans quelque part, il peut revenir pour dire que ça c'est mon terrain et puis présenter tous les papiers. Pas des papiers qu'on fait en dehors je ne sais pas, il y a des gens qui sont à côté, qui ont des bureaux, on ne sait comment ils font des faux papiers pour donner aux gens, pour dépenser leur argent, pour se faire de l'argent, c'est tout. Et après, ça devient des problèmes. Il faut que l'État puisse se saisir de ce dossier-là et vraiment traquer ceux qui ont tendance de toujours nuire. Acquérir un espace de terre, quelle que soit sa superficie ou quelle que soit l'activité qu'on compte y mener, demeure très important pour tous ceux qui souhaitent réellement investir dans l'immobilier. En Côte d'Ivoire, investir dans l'immobilier n'est pas toujours facile à cause parfois des problèmes récurrents liés aux transactions et à la propriété. Mais que devons-nous entendre par conflit foncier et quelles peuvent en être les causes ? Il faut entendre par litige foncier des revendications des droits de deux ou plusieurs personnes sur un même terrain ou la contestation des droits d'une personne sur un terrain. Les causes des litiges fonciers sont nombreuses. On peut les regrouper en 3 rubriques. Premièrement, la loi interdit de vendre les terrains lorsque le vendeur n'est pas en pleine propriété. Pourtant, chaque jour, des terrains sont vendus alors que les vendeurs ne sont pas en pleine propriété. Deuxième exemple, des villageois qui se considèrent comme des propriétaires de terrains vendent certains terrains alors qu'en droit, ces terrains appartiennent à l'État. En vérité, ces villageois qui ne sont que des détenteurs de droits coutumiers n'ont pas le droit de vendre certains terrains. Pourtant, ils les vendent chaque jour. Troisième exemple, selon la loi, toute convention d'achat de terrains avec des villageois peut être annulée car la loi n'admet que la purge des droits coutumiers qui ne peut être fait que par l'État. Les personnes privées ne peuvent le faire que si une convention de purge les lie avec l'État. C'est pourquoi vous verrez des conventions de cession qui sont annulées alors même que l'acquéreur a déjà réalisé de gros investissements. À titre d'illustration, des promoteurs immobiliers ont vu leur convention de cession des terrains annulée souvent après avoir bâti et vendu des maisons. La deuxième grande cause réside dans l'ignorance des règles et procédures foncières. Par exemple, pour cause d'irrégularité, des actes sont annulés pour défaut d'approbation préalable des plans de lotissement. Des plans de lotissement sont même annulés pour cause d'irrégularité alors que les terrains ont déjà été cédés. Des ACD et certificats d'habitation de propriété foncière sont annulés pour cause d'irrégularité. La troisième grande cause réside dans la mauvaise foi de certains acteurs du foncier. Par exemple, des lotisseurs souvent vendent le même terrain à plusieurs personnes. Les nouvelles chefferies nommées remettent en cause les attestations et guides de leurs prédécesseurs. Souvent, des terrains sont vendus par des personnes qui n'ont aucun droit. Enfin, des terrains sont vendus avec des vrais faux papiers. Dans les faits, nombreux sont les Ivoiriens pour qui avoir un terrain, c'est disposer d'un acte de cession de vente et d'une lettre d'attribution villageoise signée par l'autorité villageoise compétente lorsqu'il n'y a pas aussi de conflit d'intérêts. En d'autres termes, être propriétaire d'un terrain devrait signifier la possession d'un ensemble de documents, comme nous le fait savoir notre consultant. L'acquisition de la propriété d'un terrain dépend de sa nature et du lotissement. S'il s'agit d'un terrain urbain issu d'un lotissement villageois, le lotissement doit d'abord être approuvé. Ensuite, le terrain doit être affecté à l'habitat. L'intéressé doit être inscrit dans les guides du village et du ministère de la Construction. Enfin, il doit obtenir un ACD. S'il s'agit d'une grande parcelle destinée à la promotion immobilière, il faut d'abord une enquête publique. Il faut purger les droits coutumiers, avoir l'avis favorable des directions techniques du ministère, une attestation domaniale, un titre foncier et enfin un ACD. Les éléments à vérifier sont au nombre de 69, mais on peut les classer en 3 points essentiels. D'abord, vérifier l'authenticité de l'acte qui est présenté pour voir s'il n'est pas un faux. Vérifier la régularité de l'acte qui est présenté pour être sûr qu'il ne sera pas annulé en cas de litige. Enfin, vérifier la légitimité, c'est-à-dire voir si l'acquéreur ne sera pas troublé dans sa jouissance même s'il a des actes. Secteur en plein essor, l'immobilier en Côte d'Ivoire attire plusieurs investisseurs, aussi bien nationaux qu'internationaux.
Du programme présidentiel de construction de logements sociaux et économiques aux promotions immobilières, en passant par des initiatives privées de construction de maisons de luxe. Le développement de l'habitat rassure. Mais les problèmes liés au foncier semblent aujourd'hui freiner cet élan en raison de la méfiance qui se crée entre les différents acteurs du secteur. Les litiges fonciers nuisent gravement au développement de l'habitat parce qu'ils entraînent l'insécurité foncière qui décourage l'investissement. Par exemple, plusieurs promotions immobilières ont échoué à cause des litiges. Plusieurs acquéreurs dans les promotions immobilières n'ont pas pu recevoir leur maison à cause des litiges fonciers. Plusieurs plans de lotissement ont été annulés alors que les terrains ont été déjà vendus. Plusieurs certificats de propriété, des ACD, des certificats de mutation de propriété ont été annulés alors qu'ils sont hypothécables, c'est-à-dire garantissent des prêts bancaires. Plusieurs villageois sont privés de leurs droits coutumiers à cause des mauvais gestionnaires de patrimoine foncier. C'est donc pour faire face à cela et pour maintenir la tendance à l'investissement dans un secteur qui reste malgré tout déficitaire que l'État a apporté d'importantes réformes auxquelles s'ajoutent les solutions de notre consultant. S'il y a 69 causes essentielles des litiges, il y a donc 69 solutions principales pour y mettre fin. Mais nous conseillons à tout investisseur du foncier, qu'il soit promoteur immobilier, aménageur foncier, lotisseur, les simples acquéreurs des terrains et surtout les banques de toujours recourir au cabinet de consultance foncière avant tout investissement. La Côte d'Ivoire dispose d'un important flanc lagunaire pas suffisamment exploité. Mesdames, Messieurs, nous avons envie aujourd'hui de parler d'un type d'habitation, des logements sur pilotis. La Côte d'Ivoire peut-elle se permettre ce type d'habitation? Cela pourrait être une solution à la crise du logement. Ça reste à savoir et c'est dans l'œil de l'architecte pour avoir de plus amples indications et informations. Qu'est-ce que la construction sur pilotis? La construction sur pilotis, c'est déjà battre des pieux et avec l'ensemble des pieux, former une plateforme qui va être le support ou même la fondation de la maison à construire. En fait, les pieux, c'est des poteaux qui sont émergés soit de l'eau, soit d'un terrain qui est mouvementé, soit d'un terrain qui est très humide. La Côte d'Ivoire, avec ses flancs lagunaires, peut-elle se permettre de développer la construction sur pilotis? Je pense que la Côte d'Ivoire, avec tous ses plans lagunaires, peut développer les constructions sur pilotis. Seulement que les constructions sur pilotis répondent à plusieurs critères. Et ces constructions présentent des exigences. Et ces exigences ne sont pas toujours en phase avec le vécu de l'homme de façon générale. Quels peuvent être les avantages ou les inconvénients à développer la construction sur pilotis? Les inconvénients, c'est que sur pilotis suppose des ouvrages qui sont aériens, donc où on n'a pas un contact direct avec le sol. Il faut créer ce contact-là en faisant des marches. Et ça, pour les handicapés, ce n'est pas déjà bien. Ensuite, le genre de vie de la majorité des populations, c'est un genre de vie qui est hors de l'eau. C'est un genre de vie qui se fait sur la terre ferme. Et donc, développer les constructions sur pilotis, ça présente beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Les seuls avantages, c'est des avantages qui vont nous conduire à des retombées touristiques. Voilà, on peut en faire des ouvrages touristiques, notamment des auberges et autres. Quelles sont les dispositions techniques et sécuritaires à prendre lorsqu'on construit une maison ouverte sur la lagune? Effectivement, beaucoup de gens veulent construire en bordure de lagune. Et donc, les dispositions techniques sont, je dirais, toujours les mêmes. Observer un bon recul par rapport à la limite même de la berge. Et puis faire une exploration au niveau de l'eau pour voir si à certains endroits il n'y a pas cette profondeur-là. Et qu'on appelle le trou sans fond. C'est-à-dire que ça pourrait être un danger pour ceux qui veulent peut-être se baigner ou ceux qui veulent s'aventurer. Maintenant, techniquement parlant, on peut construire juste en bordure de l'eau, comme je disais, en respectant un recul minimum et en mettant l'ouvrage à construire, c'est-à-dire la maison en la mettant un peu au-dessus, en gardant le bassin d'eau en contrebas. Ce n'est pas bon de les mettre au même niveau parce qu'il y a des moments de marée haute, donc
le niveau de l'eau peut monter. Et donc, ce n'est pas bon d'avoir déjà le bâtiment pratiquement à fleur de l'eau. Donc, tout faire pour qu'il y ait cette dénivelée entre les deux. Et puis ensuite, faire des fondations. Et dans la plupart des cas, c'est des pieux. Il faut battre des pieux ou faire un radier général. Et tout ça, c'est des ouvrages qui sont pas à la portée de tout le monde. Tant au niveau du coût, du prix, qu'au niveau même de la technicité. Il faut faire des études de structure. Dans notre reportage, nous vous avons montré l'impact des litiges fonciers dans notre secteur de l'habitat, malgré tous les efforts du gouvernement ivoirien pour régler définitivement la question. Et dans l'œil de l'architecte, notre expert pour sa part nous a montré les avantages et les inconvénients de ce nouveau type de construction sur le flanc lagunaire dans l'œil de l'architecte. Nous marquons une pause et dans quelques instants, nous revenons. De retour dans Habitat à la Une, mesdames, messieurs, nous avons encore envie de vous emmener dans une autre visite guidée, découvrir des goûts et des couleurs, avoir des conseils en matière de décoration. C'est parti, bienvenue chez moi. Coucou, bienvenue chez moi. Je suis Safia Diallo, architecte d'intérieur et nous allons nous entretenir aujourd'hui sur l'agencement et l'influence des couleurs chez soi. Nous allons commencer spécifiquement par le sol et ensuite je vais vous parler des murs et je vais vous parler aussi de l'ameublement et ainsi de suite. Alors je suis allée d'abord dans un style, donc j'ai commencé par choisir mon style qui était un mélange de baroque et de moderne. Du coup, que ce soit les choix de mes carreaux, des couleurs ou bien des meubles, j'ai vraiment choisi tout dans le style baroque et moderne. Alors si je commence par les carreaux, le style de carreau qui a été choisi, c'est un carreau qui fait un simili marbre. Donc carreau simili marbre au sol, je suis remontée parce que vous pouvez comprendre que c'est un peu surchargé. Donc je suis remontée avec des couleurs un peu plus douces et unies. Pourquoi j'ai choisi les couleurs de mes murs par exemple en des tons de beige, soit sur un beige plus foncé versus un beige plus clair. C'était dû au fait que je vis en Afrique. Je suis dans un appartement, c'est vrai, il est confortable, mais il y a la chaleur aussi de notre continent. Alors quand il fait chaud ou quand on sait qu'il y a beaucoup de lumière dans un pays, il faut choisir des couleurs qui sont un peu plus douces, donc des couleurs qui n'attirent pas trop la chaleur. Alors du coup, je suis partie sur du beige qui est beaucoup plus dominant, sur un beige plus foncé. Donc j'ai un pan de mur qui est plus foncé et les autres pans jusqu'au plafond sont de la même couleur. J'ai rajouté tout le mobilier qui doit s'agencer avec ces deux couleurs. Donc j'ai commencé par prendre peut-être des tapis un peu plus foncés pour casser avec le blanc au sol. Mais le tapis aussi, il y a des rappels de couleurs dans mon carrelage par exemple. Ensuite le mobilier, bon, c'est un mélange aussi que j'ai fait. Du gris, oui du gris, j'ai du beige encore qui revient. La couleur d'un peu de marron qui tire légèrement sur du noir dans certains fauteuils. Mes tables, bon, un peu trop design peut-être, avec des miroirs. C'est toujours pour rester dans la tendance baroque. J'ai pris des fauteuils avec des capitons, par contre, c'est ça encore le baroque. Donc un grand fauteuil à capitonner que j'ai rempli de coussins. Les fauteuils aussi, pareil, dans le confort, dans la forme, c'est vraiment un mélange des deux, donc moderne et baroque. J'ai rajouté quelques poufs pour accompagner, des lampes aussi, c'est la même chose en restant dans les mêmes tendances de baroque. Mes rideaux sont dans un tissu de lin. J'aurais pu aller dans du velours, mais bon, on est dans un pays chaud. J'ai pas mis du velours parce que la maison, il faut l'aérer. Alors si je mets un rideau en velours, c'est que je suis dans une grande villa. Mais là, j'ai préféré, parce que je suis en appartement, de mettre un rideau en lin. J'ai mis donc un voilage aussi en lin derrière.
Donc tous les deux sont en lin, ça fait passer la lumière, c'est vrai, mais en même temps ça cache. Donc voilà, j'ai rajouté quelques petits tableaux, quelques petits bibelots et voilà. Donc ça fait mon petit chez moi, un peu frais, un peu doux, un peu reposant et une belle ambiance de couleurs. Alors pour conclure, je vais espérer que mes conseils ou bien mes choix vous auront aidé dans vos choix vous aussi, sachant bien que chacun a son style. Mais voilà, c'était mes conseils par rapport à l'Afrique, au fait que chez nous, il fait chaud, à la Côte d'Ivoire parce que c'est très humide. Donc quand je mettrai du rouge ou des couleurs foncées dans l'appartement, forcément, l'appartement, il transpire aussi bien que nous quand on est dehors. Donc mettez des couleurs, de jolies couleurs dans le beige, dans des tons blancs ivoire, dans des tons vraiment clairs pour vraiment rendre vivant et chaleureux votre appartement. Cherchez plutôt les couleurs dans des tableaux, dans des meubles, dans, je dirais, des toiles. Cherchez les couleurs dans ça, dans des gros pots de fleurs. Mais tout le reste doit être vraiment doux. Et vous allez voir que vous allez bien vous reposer et bien dormir dans votre espace. Ça m'a fait plaisir et merci beaucoup. Lorsque nous construisons, mesdames et messieurs, à terme, l'un des objectifs est d'éviter l'impact négatif de l'eau. Il s'agit d'empêcher l'action de l'eau sur les murs, sur les dalles et dans le carrelage. Suivons les bons plans, mesdames et messieurs. Que devons-nous entendre par l'étanchéité? Dans la construction, l'étanchéité est un système de protection qui consiste à empêcher toute infiltration, toute agression extérieure de divers éléments que nous pouvons appeler les intempéries, tels que le vent, tels que les eaux de pluie et pour les fonctionnements intérieurs, le système d'alimentation de gaz. Quelles sont généralement les parties du bâtiment qui exigent des travaux d'étanchéité? Dans la construction d'un bâtiment, les travaux d'étanchéité sont spécifiques à des lignes de travaux bien données. Pour les travaux relatifs au soubassement, lorsque vous réalisez un mur de soubassement en aggloméré plein, vous devez traiter la périphérie des montages que vous avez effectués en fondation. Et il s'agit là des murs extérieurs. Nous avons l'étanchéité des toitures terrasses. Donc, l'étanchéité qui s'applique bien évidemment sur les dalles, comme nous le disons généralement. Si vous avez une couverture en tôle, qui est la couverture définitive de votre ouvrage, il faut prendre le soin effectivement de traiter le pastillage des typhons. Donc, faire une étanchéité par pastillage donc, sur les têtes des typhons. Nous avons les murs verticaux, extérieurs, des bâtiments que nous réalisons. Cela s'applique généralement aux immeubles, aux villas duplex. Sur ces murs extérieurs, nous avions l'habitude de voir par le passé l'application d'une membrane d'étanchéité que l'on appelle le Paxalumin. C'est un système qui n'est pas très beau à voir. Aujourd'hui, il y a des systèmes d'étanchéité liquides, en enduit, que vous pouvez appliquer de sorte à avoir véritablement une belle finition qui ne donne pas tout de suite l'impression que vous avez appliqué l'étanchéité. Quels sont les éléments qui permettent d'apercevoir des problèmes d'étanchéité dans un ouvrage construit? Alors, dans un ouvrage construit, un ouvrage réalisé, les éléments qui permettent d'identifier qu'il y a un problème d'étanchéité sont de divers ordres. En ce qui concerne les extérieurs, vous pourrez apercevoir des taches noirâtres qui apparaissent sur vos façades, sur vos panneaux de mur. Ces taches généralement ne disparaissent pas, même quand vous appliquez des couches de peinture. Elles ont tendance à ressortir régulièrement. Et à l'intérieur des maisons, au droit des murs, donc généralement au-dessus des plaintes, des carreaux, vous retrouvez souvent ces mêmes taches qui sont accompagnées d'un écaillement de la peinture. Quelles peuvent en être les conséquences? Les conséquences sont d'ordre multiple. On peut avoir des remontées d'eau par capillarité si les extérieurs des murs en fondation, donc en infrastructure, ne sont pas traités. Et pour les extérieurs des murs, il faut forcément traiter ces panneaux parce que ces panneaux sont directement exposés aux intempéries. Pour les dalles, quand vous n'appliquez pas l'étanchéité, tout de suite, ils descendent. Même si elles devaient s'écouler par les conduites qui ont été réalisées à cet effet, une certaine quantité de cette eau-là va pénétrer le plancher et va redescendre en surface.
Quels conseils pouvez-vous donner aux maîtres d'ouvrage et techniciens pour réussir ces travaux d'étanchéité? Alors dans le bâtiment, il y a certains lots qui sont assez sensibles, comme nous le disons. Parmi ces lots, nous avons l'étanchéité, le système d'étanchéité. Pour un projet, qu'il soit référencé ou pas, il faut préalablement un avant-projet afin d'apprécier le contenu de la prestation. L'avant-projet ne définit pas que le coût de l'ouvrage à réaliser. Il permet également d'établir et de rédiger le contenu des différents lots à exécuter. Lorsque vous avez ces lots qui sont définis, toutes les parties prenantes au projet ont le temps d'apprécier. Et donc, nous pourrons dire d'abord en premier lieu aux maîtres d'œuvre ou aux différents techniciens, aux spécialistes de la construction, d'intégrer tous les éléments qui leur permettront d'avoir un ouvrage bien réussi, mais surtout qui fonctionne bien dans le temps. Signifier ces détails au maître d'ouvrage, lui conseiller des matériaux adéquats et adaptés, afin d'assurer une bonne durée de vie à l'investissement qui aura été fait. Construction, logement, ACD, litige foncier, mesdames et messieurs, autant de thèmes que vous entendez dans ce numéro d'Habitat à la Une. Merci pour votre fidélité. Nous allons mettre fin à ce énième numéro et vous retrouver la semaine prochaine. Je vous ai dit tout doucement, nous sommes en train d'égrener le chapelet de cette 3e saison de cette émission spécialisée dans l'architecture, l'habitat et le logement. Merci à tous et à chacun. À la semaine prochaine. Pour toutes vos suggestions et participations à l'émission, contactez-nous à l'adresse email suivante: habitat@rti.ci ou via notre page Facebook www.facebook.com/habitat à la une/